voilà le livre de Fred Vargas, L'humanité en péril. Et donc c'est un titre choc. C'est un livre qui est paru en mai 2019. D'accord. Et il a été en écho immédiat pour moi au choc de conscience qui est survenu à ce moment-là. Hein. Et pour moi, et peut-être pour d'autres aussi, je crois. Qu'est-ce qui a provoqué ce déclic ou cette déflagration? Je ne sais pas, c'est une conjonction peut-être de phénomènes, hein, la démission de Nicolas Hulot, le refus des lycéens ou lycéennes d'aller à l'école parce que leur avenir est en danger, la prise de parole de milliers de scientifiques, donc de le monde entier, hein, ou la pétition de 4 ONG dans lequel notre collectif a pris le sillon. Hein. Je rappelle que ces 4 ONG, l'automne dernier, a fait une pétition en ligne qui a recueilli plus de 2 millions de personnes. Hein. Et pourquoi? Pour quelle raison? Pour obliger l'État à respecter ses engagements pris au niveau de la COP 21. Et voilà. Et maintenant, nous en sommes à traîner notre propre État en justice. Hein. C'est aussi un choc de voir que l'action de citoyen aboutisse à ça, à ce que obliger l'État français à respecter ses propres engagements. Donc, c'est devenu comme une évidence, hein, pour nous. C'est l'affaire du siècle. Et depuis, toutes les nouvelles enregistrées, j'en reviendrai tout à l'heure sur quelques-unes, ne font que confirmer cette conviction. Donc, pour chacun, pour nous tous, il est urgent et vital d'en faire notre affaire. Donc, pour moi en particulier, donc, je ne suis ni un élu politique, ni un expert, ni un spécialiste. Donc, c'est une affaire parce que c'est une affaire d'individus et de citoyens. Et c'est justement à l'individu et aux citoyens que Fred Vargas s'adresse. Et même en étant engagé en tant qu'écrivain. Voilà. Donc, ça me paraît curieux. Fred Vargas est connu surtout pour ses romans policiers, bien sûr. C'est une écrivaine qui a publié, un éditorial en date du 7 novembre 2008. D'accord? Et ce qui a été lu à la COP, la Confédération la Convention cadre des Nations Unies. Voilà, elle reprend ce texte en début du livre. Et je vous invite, je vous propose qu'on entende maintenant une lecture, et j'ai demandé à Jacques s'il voulait bien faire cette lecture de ce texte, qui date de 2008. Et je reprendrai la parole après. Pas très long, rassurez-vous. Nous y voilà, nous y sommes. Depuis 50 ans que cette tourmente menace dans les hauts fourneaux de l'incurie et de l'humanité, nous y sommes. Dans le mur, au bord du gouffre, comme seul l'homme sait le faire avec brio, qui ne perçoit la réalité que lorsqu'elle lui fait mal. Telle notre bonne vieille cigale à qui nous prêtons nos qualités d'insouciance. Nous avons chanté, dansé. Quand je dis nous, entendons un quart de l'humanité, tandis que le reste était à la peine. Nous avons construit la vie meilleure, nous avons jeté nos pesticides à l'eau, nos fumées dans l'air, nous avons conduit 3 voitures, nous avons vidé les mines, nous avons mangé des fraises du bout du monde, nous avons voyagé en tous sens, nous avons éclairé les nuits, nous avons chaussé des tennis qui clignotent quand on marche, nous avons grossi, nous avons mouillé le désert, acidifié la pluie, créé des clones. Franchement, on peut dire qu'on s'est bien amusé. On a réussi des trucs carrément épatants, très difficiles, comme faire fondre la banquise, glisser des bestioles génétiquement modifiées sous la terre, déplacer le Gulf Stream, détruire un tiers des espèces vivantes, faire péter l'atome, enfoncer des déchets radioactifs dans le sol, ni vu ni connu. Franchement, on s'est marré. Franchement, on a bien profité. Et on aimerait bien continuer, tant il va de soi qu'il est plus rigolo de sauter dans un avion avec des tennis lumineuses que de biner des pommes de terre. Certes.
Mais nous y sommes, à la troisième révolution, qui a ceci de très différent des deux premières, la révolution néolithique et la révolution industrielle, pour mémoire, qu'on ne l'a pas choisie. On est obligé de la faire, la troisième révolution? Demanderont quelques esprits réticents et chagrins. Oui. Elle n'a pas le choix. Elle a déjà commencé, elle ne nous a pas demandé notre avis. C'est la mère nature qui l'a décidé, après nous avoir aimablement laissé jouer avec elle depuis des décennies. La mère nature, épuisée, souillée, exsangue, nous ferme les robinets. De pétrole, de gaz, d'uranium, d'air, d'eau. Son ultimatum est clair et sans pitié. Sauvez-moi ou crevez avec moi. À l'exception des fourmis et des araignées qui nous survivront, car très résistantes, et d'ailleurs peu portées sur la danse. Sauvez-moi ou crevez avec moi. Évidemment, dit comme ça, on comprend qu'on n'a pas le choix, on s'exécute illico, et même si on a le temps, on s'excuse, affolé et honteux. D'aucuns, un brin rêveur, tentent d'obtenir un délai, de s'amuser encore avec la croissance, peine perdue. Il y a du boulot, plus que l'humanité n'en eut jamais. Nettoyer le ciel, laver l'eau, décrasser la terre, abandonner sa voiture, figer le nucléaire, ramasser les ours blancs, éteindre en partant, veiller à la paix, contenir l'avidité, trouver des fraises à côté de chez soi, ne pas sortir la nuit pour les cueillir toutes, en laisser aux voisins, relancer la marine à voile, laisser le charbon là où il est. Attention, ne nous laissons pas tenter, laissons ce charbon tranquille. Récupérer le crottin, pisser dans les champs. Pour le phosphore, on n'en a plus, on a tout pris dans les mines. On s'est quand même bien marré. S'efforcer, réfléchir même, et sans vouloir offenser avec un terme tombé en désuétude, être solidaire avec le voisin, avec l'Europe, avec le monde. Colossal programme que celui de la troisième révolution. Pas d'échappatoire, allons-y. Encore qu'il faut noter que récupérer du crottin, et tous ceux qui l'ont fait le savent, est une activité foncièrement satisfaisante, qui n'empêche en rien de danser le soir venu, ce n'est pas incompatible. À condition que la paix soit là. À condition que nous contenions le retour de la barbarie, une autre des grandes spécialités de l'homme, sa plus aboutie peut-être. À ce prix, nous réussirons la troisième révolution. À ce prix, nous danserons, autrement sans doute, mais nous danserons encore. Fred Vargas, 2008. Merci. Difficile de reprendre derrière. Hein. Mais Fred Vargas n'est pas qu'un écrivain, une écrivaine. C'est une scientifique. Elle a travaillé au CNRS, donc elle a une spécialiste de l'archéozoologie. On rentre dans les détails, c'est plus compliqué. Elle publie même des travaux. Et dans ce livre, justement, elle s'est donné comme tâche d'aller simplement rechercher les informations scientifiques fiables qu'on trouve gratuitement sur Internet. Elle croyait qu'une semaine de travail suffirait. Mais non, elle s'est affrontée à une tâche colossale qui était extraire, articuler, synthétiser cette masse incroyable d'informations et de domaines de connaissances. C'est inimaginable tout ce qu'on trouve sur Internet, et de fiable, et de scientifique. Voilà. Et pour elle, il s'est agi surtout de rendre lisible pour tous les données dans leur complexité. On n'entendait pas compliqué. Complexité, ça vient du mot complexus, hein, qui veut dire tisser ensemble. C'est-à-dire de faire le lien entre les choses. Voilà. Donc, pas de scoop, pas de révélation extraordinaire, un travail de facilitation. Et pourtant, on apprend beaucoup de choses. En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses. Voilà. La première, peut-être la plus importante, en octobre 2018, rappelez-vous, le GIEC, hein, c'est le groupement je me reconnais parce que le groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, d'accord, a sorti un nouveau rapport.
2018, en octobre 2018. 3 ans après celui qu'il avait préparé pour la COP24, l'accord de Paris. Raison de ce rapport. Il ne s'agissait plus pour le GIEC d'accepter une hausse de 2 degrés, mais de se limiter à 1,5 degré. Bon, pour rappel, on est entre 0,8 et 1 degré jusqu'à présent depuis la révolution industrielle. Eh bien, était-ce juste une question de curseur, comme on nous l'avait laissé entendre jusque-là, au moment des accords de Paris? Comme s'il fallait choisir entre 19 degrés et 20, et 19 degrés 5 et 20 degrés pour une température de chaleur pour la maison. Ben non, et quelle importance cette différence? Quelle importance cette différence? Eh bien voilà, et Fad Vargas, on comprend tout de suite. La différence est qu'au-delà de 1,5 degré, la planète tout entière changera de visage. Ça, c'est le GIEC qui le dit. Alors, en l'absence de réduction drastique des émissions de CO2, jusqu'à 75% des habitants de la planète pourraient être victimes de vagues de chaleur meurtrières à l'horizon 2010. Nous pourrions atteindre 3,7 degrés. C'est l'estimation basse du GIEC. Donc, il faut le savoir qu'une élévation générale de 4 degrés, cela signifie 10 degrés sur les continents. D'accord? Et c'est bien, donc, le péril. Vous avez dit à l'horizon 2100. 2100. 2100. 2010. 2100, pardon, excusez-moi. 2100. Ça m'arrive de mon tout. Voilà. C'est bien. Merci pour la rectification. Oui, 2100. Et c'est bien de péril pour l'humanité, donc il s'agit sur une terre devenue aride, asséchée et suffocante pour tous. Voilà. Sans parler d'extinction de masse, des espèces et réduction drastique de la biodiversité, ça c'est le rapport de l'ONU qui a été détaillé en 2019, cette année. Donc elle est suivie. Voilà. Donc 2100 est bien loin. Voilà. Non, car la catastrophe climatique et écologique a déjà commencé. D'accord. Et les cris d'alarme vont en s'amplifiant. Donc au rythme actuel, la hausse de 1,5 pourrait être atteinte entre 2030 et 2052. C'est selon le GIEC, toujours. Donc je laisse faire bien le calcul, il y a bien urgence. Donc il s'agit de faire baisser les émissions de 45% d'ici 11 ans, puis d'atteindre l'émission de zéro carbone en 2050. C'est un impératif vital, dit-elle. Et vital, il faut le prendre au sens propre du terme. Bon, c'est simple, non. Non, bien sûr. Mais cela aurait été plus simple si nos gouvernants n'avaient pas choisi l'inaction depuis 40 ans. Ou plutôt le choix de la croissance, de l'argent, c'est-à-dire le choix des multinationales et des grands groupes financiers. En d'autres termes, les intérêts des ultra-riches. Voilà. Donc c'est à nous, c'est elle qui parle, d'agir. Les gens, c'est-à-dire les 99%. Donc les ONG, les jeunes, la société civile, quoi. Voilà. Sommes-nous impuissants? Non. Puisqu'on a parlé de cette pétition. Je sais pas, il y a des pétitions. Il y a des manifestations. Donc je rappelle que la prochaine, c'est le 21 septembre à Melun, une deuxième manifestation régionale, locale, qui est, puisqu'en même temps, il y aura une grande manifestation à Paris, avec dans le monde entier. Voilà. Mais je reviens à Fred Vargas. Nous pouvons aussi agir de façon déterminante sur bien des plans, sur des choses primordiales, dit-elle. Alors, soyons courts, je ne voudrais pas vous assommer de chiffres qu'elle reprend, et elle, malgré tout son talent, elle en est consciente. C'est effectivement de reprendre beaucoup de chiffres. Bon, moi je vais me restreindre à un seul sujet parmi tous ceux qu'elle a abordés dans son livre. Donc c'est une invitation après le lire. Bon, cherchons simplement comment les choses sont reliées et comment, d'une complexité, on peut aller quand même vers des solutions simples, entre guillemets. Voilà. Alors, on va partir des incendies. Je vais partir des incendies en Amazonie. C'est dans l'actualité. D'accord. Un incendie pour une forêt, c'est une phase de régénération. Quand c'est naturel, en tant que sécheresse, naturelle, normale. Mais là, il s'agit d'une grande sécheresse, qui est causée par le réchauffement climatique. Donc, et là, du coup, on a la cause et l'effet qui se conjuguent. Donc, l'effet de rétroaction, comme on dit. Voilà. Et à cela, il faut rajouter surtout que ces incendies sont d'origine humaine. Et motivés par quoi? Par la déforestation. Et, donc ça, joli truc, on prend une déforestation effrénée, la forêt amazonienne se réduit et perd peu à peu son rôle de puits de carbone. Entre les... Pardon?
J'ai presque 20 minutes. Oui, non, presque 15 minutes était pas ça, non. Voilà. Ah, excusez-moi. Non, Bon. c'est Vous m'arrêterez si je suis trop lent. Donc entre 90 et 95, les capacités de stockage du CO2 de la forêt ont été ainsi divisées par 2. On a là une étude qui est publiée dans Nature. Donc l'Amazonie absorbe encore 14% du CO2 mondial, mais pour combien de temps? Voilà. Et voilà, donc on revient à Fred Vargas. Et pourquoi cette déforestation? Et bien alors, chiffres, je suis obligé de donner les chiffres, 91% des terres récupérées dans la forêt amazonienne servent au pâturage, à la production de soja et de céréales, le plus souvent transgéniques, pour nourrir le bétail. C'est donc pour l'élevage intensif, industriel, qu'on abat des arbres. Alors je suis obligé de continuer, 83%, faites le lien, 80% de la surface agricole mondiale est utilisée pour l'élevage. Un tiers des céréales produites et récoltées dans le monde servent directement le bétail. On aurait pu produire de quoi produire pour nourrir la population mondiale. Hein? Vous savez, hein, peut-être qu'il faut 7 kg de céréales pour 1 kg de viande, et il faut plus de 10 fois d'eau pour élever le bétail que pour faire des sels. Voilà. Et on revient à la France. Le lien. Le soja, qui est produit beaucoup au Brésil, est importé en France à 97%. Pour être consommé par qui? Pour les animaux de nos élevages. D'accord? On continue, puisqu'on est sur la viande. Entre 1950 et 2000, la consommation de viande a été multipliée par 5, alors que la population mondiale a seulement doublé, l'échelle mondiale. Alors là, le chiffre effarant pour moi, c'est aujourd'hui, il existe 28 milliards de têtes de bétail dans le monde, soit 4 animaux d'élevage pour un humain. Alors je pourrais faire d'autres liens avec ça. Hein. Nous sommes les plus gros consommateurs de viande, c'est-à-dire les États-Unis. Qui sont les plus gros consommateurs de viande? Les États-Unis, le Brésil, l'Union européenne et la Chine. On est dedans. Nous sommes les plus gros consommateurs de viande. Et donc nous sommes aussi les plus gros pollueurs. Voilà. Vous savez hein, que l'élevage, c'est une source de pollution de l'eau, hein, par les déchets, les animaux, antibiotiques. En France, 43% des nappes souterraines dépassent la valeur guide européenne en nitrate. Presque la moitié. Voilà. La valeur guide, hein, c'est-à-dire que c'est ce qu'on tolère. Voilà. Alors si on revient au gaz à effet de serre, vous savez, l'agriculture est le principal émetteur de protoxyde d'azote. 86,6%. Donc c'est l'ennemi de l'ozone. Deuxième gaz responsable du réchauffement climatique. 94% des émissions d'ammoniac sont produites par l'élevage et l'agriculture intensive. Et sur la cause des pluies acides. Donc, et l'élevage couplé à l'agriculture émet 37% du méthane. Autre gaz à effet de serre qui est 25 à 28 fois plus réchauffant que le CO2. Donc il y a plusieurs effets. Voilà. Et une chose que j'ai découverte, là on parle dans son texte en 2008, c'est l'histoire du phosphore. Je ne savais absolument pas. D'accord? L'élevage et l'agriculture utilisent 90% du phosphore minéral extrait avec des engrais azotés. Alors que c'est une ressource vitale, non renouvelable, et je pense qu'on a fait l'histoire sur les pics de production pour toutes les matières premières. C'est 2030 pour le phosphore. Et à propos de phosphore, on peut rappeler ça, elle le dit aussi, je le répète, il existe du phosphore organique, c'est celui qui était utilisé traditionnellement dans l'agriculture, hein, parce que c'est le crottin qu'on utilisait pour faire de l'engrais. Voilà. Alors, pour le GIEC, l'élevage et l'agriculture est la deuxième cause du réchauffement climatique. Il y a 25%, vous voyez. Mais selon certaines sources qui agglomèrent, qui lient toutes les activités induites par l'élevage et l'agriculture, c'est le premier secteur d'émissions à effet de gaz, de GES, donc gaz à effet de serre. Voilà. Ouais, c'est dur, hein. Conclusion. Ce qu'il faut faire, c'est évident pour nous, individuellement, je pense, la consommation de viande devrait être réduite drastiquement si le monde veut agir contre le réchauffement climatique.
les pays développés en particulier, devront réduire de 90% la consommation de viande. Je sens que comme ça on va effrayer tout de suite. Bon, les solutions sont évidentes, me semble-t-il, pour elles en tout cas, pour moi, derrière elles, changer de régime alimentaire, un régime plus végétarien, refuser les viandes transformées parce que les viandes transformées, non seulement on a toute la chaîne dont je vais vous parler, et on a aussi tous les traitements chimiques qui sont produits, qui sont conservés pour fabriquer de l'industrie, pour fabriquer des produits industriels. D'accord ? Peut-être qu'il faut se poser la question de faire. En ce moment, il y a une campagne sur une journée sans viande. Peut-être qu'il faudrait inverser, peut-être qu'il faudrait se poser la question d'une journée de viande selon la semaine. Hein ? On pourrait inverser. Voilà. Bon, et évidemment, il faut peut-être poser la question des restaurations collectives, faire plus végétarienne, plus locale et de saison. Voilà. Et pour faire de la gaz, il y a l'aspect individuel, mais il y a aussi l'aspect au niveau de la loi, au niveau politique. D'accord ? Bon, sur le phosphore, pour elle, récupération obligatoire, plus d'exploitation minière au profit du phosphore organique, légiférer sur les grands polluants, pesticides, herbicides et fongicides, légiférer sur l'utilisation en excès des engrais azotés, n'autoriser que les doses strictement nécessaires aux plantes. J'aime bien comme la définition. Voilà. Interdire l'importation d'huile de palme et de soja. Voilà. Encourager et financer l'agriculture bio. Préserver et ne pas exploiter nos forêts. Peut-être même planter des forêts sur les terrains agricoles. Planter des haies, des bois, etc. Voilà. Alors, je en arrive là, c'est très simple. Ma conclusion, c'est très simple. Pour Frébergaz, il existe déjà des quantités d'actions nouvelles dans tous les domaines à entrer en fonction des demain. Voilà. Merci. Merci Guy, merci pour cette présentation. On va passer tout de suite à... Oui, c'est pas grave, vous êtes au fil, très bien. À la fin, je vous propose... mais ça peut-être une ou deux questions, parce qu'on a un peu dépassé le temps prévu. Oui, allez-y, je vous en prie. Je suis enseignant dans le 193 dans le 77 et puis c'est un jour. J'ai lu le bouquin, super intéressant, je le conseille à tout le monde, il faut le lire, c'est génial, parce qu'elle aborde plein de sujets comme ça. Je pense que les solutions au niveau individuel, c'est d'acheter bio en fait. Le bio, il y a du bio, le bio c'est cher, et on peut essayer à force de trouver des filières, d'avoir du bio qui est de moins en moins cher. Plus on consommera de bio, plus on diminuera l'agriculture conventionnelle. Et moi je pense que la solution c'est l'agroécologie. En fait elle n'en parle pas beaucoup, c'est un petit peu dommage. L'agroécologie avec installer des arbres dans les champs, parce que pour limiter le phosphore minier, en fait il suffit d'utiliser des arbres. Et les racines des arbres elles vont très profondément dans la terre, et c'est elles qui puisent le phosphore et qui le redistribuent par les feuilles mortes et qui génèrent l'humus. Ce qu'il faudrait faire, c'est remettre l'élevage dans les champs, parce qu'en fait, on a séparé l'agriculture de l'élevage, et ça, c'est un grand drame. Et il faut effectivement, en achetant bio, en fait, on ne va pas dans le sens des multinationales, Monsanto, Syngenta, Dupont, etc., etc. Et c'est scandaleux aussi que, en fait, les paysans ne puissent pas fabriquer leurs semences eux-mêmes et les vendre. Aujourd'hui, il faut savoir que le GNIS, qui est financé par le ministère de l'Agriculture, par notre gouvernement, a fait un catalogue sur les semences, et c'est seules les multinationales qui peuvent y accéder à ce catalogue. Mais quand vous regardez ce documentaire de Cache Investigation, vous voyez qu'en fait, même Imagrin, grand pionnier français de la fabrication de semences, se permet de vendre du blé qui ne fait pas partie du catalogue. Donc même les multinationales, qui devraient normalement inscrire leurs semences dans un catalogue, ne le font pas. Alors je ne vois pas pourquoi les paysans ne pourraient pas
fabriquer leurs semences et les vendre. C'est ce qui se passe avec CocoPay, avec les... voilà. Excusez-moi, je pense que ça va durer une heure. Merci pour votre intervention. On a pensé tout à l'heure que l'information qu'on essayait de vous livrer n'était pas exhaustive. Hein. On peut échanger pendant des jours et des jours. Par contre, je renouvelle ma proposition tout à l'heure, c'est qu'après ces micro-conférences, on peut se retrouver près de notre stand et échanger autant de temps que vous le souhaitez. Voilà. Merci. Donc, moi, l'intervention un peu longue. Non, Gaël est là.